Antoine Decaune, le samedi de 13h à 14h. Bonne nouvelle des étoiles, deuxième partie où Antoine de Perret nous entraîne au cœur de l'enfer vert. Pratiquer la survie en Guyane, la randonnée au Venezuela et le safari photo en Amazonie péruvienne, c'est désormais chose possible l'espace de quelques jours. Quelques jours d'exil volontaire, quelques jours d'aventure et de découverte proposés par une association. C'est l'association Amazonica qui viendra nous visiter dans un instant. Nous la suivrons dans son incroyable périple et la personne que nous découvrirons en chef d'expédition, c'est Antoine de Perret. C'est lui qui accompagne toute l'année les volontaires pour l'exil. Il passe dans la grande forêt près de 10 mois par an. Il connaît ce coin comme sa poche, il nous y emmènera dans un instant. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low end. That we share, mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owe. Breaking all of the rules that would bend. I began to find myself searching for shelter again and again. Against the wind, little something against the wind. I found myself seeking shelter against the wind.
L'association Amazonica est l'association de l'exil et de l'aventure par excellence. Elle propose chaque année plusieurs séjours au bout du monde. Tous les volontaires de l'extrême y sont les bienvenus et les autres, eh bien, ils font comme nous. Ils écoutent Bonne Nouvelle des Étoiles tous les jours. Voyageurs immobiles, c'est donc aujourd'hui Amazonica que nous recevons. Antoine de Perret est accompagnateur au sein de cette association. Il passe à peu près 10 mois par an dans la grande forêt et quand il est à Paris, c'est pour se souvenir de l'Amazonie au micro de TSF. Tout à l'heure, je vous donnerai les coordonnées de l'association Amazonica. Mais tout de suite, je vous propose de prendre la route. Il paraît que c'est dans le vent. Bonne Nouvelle des Étoiles, Patrice Duluard sur TSF. Il y a effectivement beaucoup de battages sur l'Amazonie depuis quelques années, ce qui est une bonne chose parce que ça s'est fait d'une part dans un esprit un peu de préservation de la forêt elle-même et puis de ses habitants. Donc le battage qui a été fait, je pense qu'il est positif dans ce sens-là. Maintenant, entre le simple rêve, ça intéresse beaucoup de monde effectivement, mais de là à partir, c'est autre chose. On essaye de réunir les gens, disons, qui sont candidats au départ. Je crois que je serais moins restrictif, donc c'est plus un état d'esprit. Ce n'est pas sportif au sens performance du terme. C'est des conditions très inhabituelles, c'est-à-dire qu'il y a une chaleur et une humidité qui, les 2-3 premiers jours, provoquent une baisse de tonus importante. Il y a des petites bestioles, il y a des moustiques, ça je le cacherai pas. Et disons qu'il y a une espèce d'adaptation, et ça suppose un certain état d'esprit. Quelqu'un qui n'aurait jamais fait de randonnée de sa vie, effectivement, démarrer en Amazonie, ça serait peut-être un peu violent, quoique le rythme de la forêt est quand même très lent. Il n'y a jamais de progression très rapide. Déjà, le terrain ne s'y prête pas, et en plus, on essaye l'intérêt, c'est également de voir un peu la faune, la flore. Et donc, je crois que la notion de compétition ne rentre pas du tout en ligne de compte. Les gens qui viennent sont assez surpris de ça, c'est-à-dire que le rythme en forêt est vraiment très lent, et les gens qui eux vivent en forêt, que ce soit les communautés indiennes ou des communautés métisses, ont une activité qui peut nous paraître très limitée si on compare à une grande ville ou à une société dite développée. Là, par exemple, pour le mois de mai, on est en train de préparer une expédition de 25 jours en ouverture de traces, c'est-à-dire dans un secteur qui n'a pas encore été ouvert, quoi. À part par quelques nomades indiens. Ça, c'est déjà une expédition déjà plus difficile, plus pénible, avec une part de risque plus importante. Mais dans le type de séjour qu'on fait habituellement, sinon de façon plus régulière, qui sont des séjours de 15 jours, c'est une immersion complète en forêt. Donc où les gens apprennent à se mettre au rythme de la forêt, à vivre le terme survie, qui peut faire un peu peur. En fait, c'est simplement, c'est la vie de tous les jours des gens de là-bas, quoi. C'est une adaptation à un terrain qui est complètement différent. Je t'écris ces mots dans la moiteur d'un bungalow bouffé par les moustiques sur convie de foutu tropique. Tant qu'on n'a pas ce qu'il faut, genre un moustiquaire, un fusil, une boussole, un couteau. On est l'étranger dans ce paradis. Mission spéciale dans le désert, baroudeur solitaire, récupère
récupère les âmes perdues dans le sable des étendues. Qu'est-ce que je perds comme mot dans ce désert avec mon fardeau, ma croix, mes épines, le sang, la sueur qui dégouline. Mon Dieu, ce qui fait chaud, à crapahuter sur les dunes. Dur d'être un héros, si au moins je gagnais des thunes. Mission spéciale dans le désert, baroudeur solitaire, récupère les âmes perdues dans le sable des étendues. Des Christ par milliers, mission spéciale dans le désert, baroudeur solitaire, récupère les âmes perdues dans le sable des étendues. Mission spéciale dans le désert, baroudeur solitaire, récupère les âmes perdues dans le sable des étendues. Je t'écris ces mots dans la moiteur d'un bungalow bouffé par les moustiques sur convie de foutu tropique. Tant qu'on n'a pas ce qu'il faut, genre une moustiquaire, un fusil, une boussole, un couteau. On est l'étranger dans ce paradis. 42 28 59 04, ce numéro de téléphone est celui du bout du monde, autrement dit celui d'Amazonica, l'association qui nous intéresse aujourd'hui. Et maintenant que le décor est planté, je vous propose de rejoindre notre bivouac sauvage. On retrouve Antoine de Perret. Les repas sont très variés. Il n'y a aucun menu qui va être établi au départ puisque ça se passera suivant la chasse, la pêche et les produits végétaux. Donc c'est très aléatoire et on est dépendant de quelque chose. On n'a pas la possibilité de se dire tiens, je vais aller acheter ci ou ça, il n'y a plus rien. Alors donc il faut bien apprendre et puis on est obligé de se mettre à... Alors il y a des gens que ça déconcerte un peu, même si on leur a expliqué les règles du jeu au départ. Le fait de se sentir complètement impuissant dans ce type d'environnement, ça les perturbe un peu au départ. La forêt est pleine de ressources. Alors, il y a déjà des variétés de poissons incroyables. Il y a 1500 variétés, alors qu'il y en a seulement 150 dans tous les cours européens. Il y a du gibier. Alors là-dessus, une petite restriction. Pas aussi abondant qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire que la faune en Amazonie, ça je le précise bien pour ne pas décevoir des gens qui partent et qui quelquefois s'attendent à être dans un safari photo au Kenya et à voir des rangées de singes venir leur sourire à chaque fois qu'ils font un pas. Non, il n'y a que des petites espèces d'animaux. Il n'y a aucun animal de grande taille en Amazonie. Le plus gros c'est le tapir, le plus gros mammifère, qui doit atteindre 150-200 kilos. En élevage, je sais qu'ils arrivent à en faire des beaucoup plus gros.
le comportement général de la faune là-bas, c'est la dissimulation, donc un camouflage qui est parfait. Il nous est arrivé de montrer à des gens, à 10 personnes, un boa qui était à 1 mètre d'eux, de leur montrer du doigt. Et au bout de 5 minutes, personne n'avait vu le boa. Donc l'œil, en fait, petit à petit s'exerce aussi. Non, le boa, non, faut pas faire cette étude-là. Le boa, ça s'apprivoise très bien. C'est un animal qui n'est pas du tout agressif, qui n'est pas venimeux d'une part, qui n'est pas agressif du tout. Et il y a même certaines tribus qui l'utilisent comme chien de garde, c'est-à-dire que ça permet déjà de bouffer les autres reptiles, et en même temps de faire le nettoyage sur tout ce qui est rongeur. Il faut lui donner à manger de temps en temps quand même. Mais la légende du boa cavale un homme, ça, on va laisser ça aux bandes dessinées un peu et au film. Il y a peut-être j'ai entendu parler également de cas, mais ce serait par rapport à, vraiment un enfant de petite taille, laissé à proximité. C'est vraiment exceptionnel. Le boa n'est absolument pas agressif et tous les animaux, de toute façon, ne s'attaquent qu'à des proies qu'ils peuvent absorber. À la différence de l'homme, il tue seulement pour se nourrir. Je crois que le prédateur le plus redoutable à ce niveau-là, c'est l'homme. Aucune espèce animale, en fait, n'est agressive en soi pour le plaisir. Il y a beaucoup d'espèces d'animaux, il y a beaucoup d'espèces de singes, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux. Il y a, au niveau des insectes, il y a même certaines espèces qui ne sont pas encore classées. C'est ce qu'on voit le plus souvent, effectivement, les insectes, les oiseaux, les poissons, ça. Les autres animaux, il faut apprendre, c'est un travail de patience, d'apprendre à les pister, essayer de capter leurs habitudes, de repérer leurs endroits de passage, et puis petit à petit pouvoir les observer une fraction de seconde. Des chairs plus agréables comme celle de le tapir, mais qui est très dur, qui est dur et rare à chasser en fait, dans la mesure où il n'a pas d'habitude lui. Et il aime bien des terrains qui sont toujours marécageux avec des espèces de fruits de palmier, les aguajes. Je pense pas qu'il y ait d'équivalent français, c'est pareil. Donc on le repère un peu à ça, mais il change ses habitudes tout le temps. Il y a une quantité de rongeurs énorme. Alors il ne s'agit pas de petits rats ni de souris, c'est des rongeurs qui peuvent atteindre la taille d'un gros chien. Un gros castor, il y en a toute une série. Je crois qu'en Guyane ils appellent ça le pac, c'est le mahaz au Pérou. Ensuite ça peut aller jusqu'à, si vraiment des périodes où on ne trouve aucun gibier, puis ça fait plusieurs jours qu'on est en forêt, ça peut aller jusqu'au singe. La chair ressemble un peu au lapin, mais enfin moi personnellement j'évite, c'est vraiment en période difficile ça peut arriver.
va me payer cher pour que je dorme dans le coin. Par ici, ça grouille, les alligators. Et des balaises. Et des serpents de toutes sortes. On trouve des mocassins, des crotales, des diamantins, toutes ces saloperies de merde. Ça grouille dans le coin, tout ça. Alors on souffle ici 5 minutes. Et après on marche jusqu'au lever du jour. Comment sont les alligators grands? 3 mètres. Des fois même 4,50 m. Ça fait dans les 3 fois ta taille, Bob. Fourmi rouge. Elle se fasse une famille en une demi-heure. Ma famille? En une demi-heure? Les animaux ont généralement plus peur de nous que l'inverse. Le caïman, son comportement aussi, c'est la fuite, quoi. À moins d'attaquer un caïman de grosse taille, de le rater, de le coincer dans un coin et d'avoir une manœuvre un peu malheureuse. Nous, on en chasse de temps en temps. Bon. Alors, il ne s'agit pas du tout, je précise bien, hein, on ne fait pas du tout de chasse au trophée. Ce ne sont pas des séjours de chasseurs. Même, bon, s'il y a des chasseurs parmi eux, bon, on essaye de mettre un peu en avant notre façon de voir, quoi. Il ne s'agit pas non plus de décimer tout ce qui passe avec des moyens plus ou moins modernes. Le plus intéressant, je crois, c'est déjà d'apprendre à pister les animaux. Bon, en plus, après, essayer d'assurer la survie d'un tout petit groupe avec des ressources naturelles. Le plus courant, c'est quand même le poisson, c'est quand même la pêche, hein. Bon, au niveau de la chasse, le caïman, ça se chasse de nuit sur le fleuve, donc en pirogue, et avec une lampe, on arrive à voir le reflet rouge de l'œil. Et donc, il faut s'en approcher très près, sans faire de bruit. Lui ne bouge pas, il joue le camouflage jusqu'au bout. Et bon, sinon, la plupart des espèces de toute façon sortent la nuit, quoi. Enfin, ce qui domine comme faune en Amazonie, hein, ce qu'on entend au niveau des sons, ce qu'on entend le plus, bien sûr, ce sont les oiseaux. Les batraciens, les crapauds, alors là, il y a des concerts tous les soirs. Et puis des insectes. Bon, de toute façon, les animaux les plus bruyants, généralement, sont les plus inoffensifs, hein. Et on entend, à 6 heures, dès que la nuit tombe, puisqu'il y a là-bas 12 heures de jour, 12 heures de nuit, à 6 heures, dès que la nuit tombe, c'est vraiment le concert. Je crois que tous les gens qui sont passés gardent un souvenir assez fort des nuits en forêt, hein. C'est vraiment c'est impressionnant au départ, et petit à petit on finit par identifier chaque bruit, donc là toute appréhension disparaît en fait. Le climat, comme il est dit dans les manuels, chaud et humide, voilà, mais c'est très chaud et très humide, ça c'est sûr. Alors on s'arrange toujours pour circuler assez près des fleuves d'eau, ou retomber pour installer nos bivouacs près d'un cours d'eau. Bon, on a un campement qui lui est sur pilotis, qui est une construction en bois avec toit de feuilles, mais ça on y passe que la première et la dernière nuit. Bon, on y laisse des affaires, et ensuite on part avec un mât moustiquaire, donc s'installer entre deux arbres, et puis s'adapter, s'intégrer petit à petit à la forêt, quoi. Et ça vient assez rapidement. Je crois qu'il y a une espèce d'ambiance générale qui prend vraiment les gens. Alors le climat au début, il y a 2-3 jours effectivement d'acclimatation où les gens se sentent diminués au niveau de leur tonus. Il y a une baisse d'activité. Ils se rendent compte que marcher en forêt, même sans sac, quelques heures, c'est déjà très pénible au départ. Et on s'y fait petit à petit. L'organisme s'adapte.
on se force à prendre un rythme plus lent. Très souvent, on a des gens qui arrivent, qui sont de bons randonneurs, qui ont des gens qui ont fait de la montagne ou de la randonnée en France et qui arrivent en disant mais comment on marche que 4 heures par jour? Non, nous on fait beaucoup plus d'habitude, puis on peut charger le sac à dos, il n'y a pas de problème. On fait une petite journée de test avec eux et ils se rendent compte d'eux-mêmes qu'au bout de 2-3 heures, ils sont trempés, ils ont du mal à avancer et ils ne comprennent pas. Cette baisse de tonus, elle est liée à plusieurs choses. Elle est liée à l'humidité, elle est liée à la chaleur, mais elle est liée aussi au dégagement de gaz carbonique qu'il y a en forêt, puisque s'il y a une production d'oxygène sur l'ensemble de la forêt, mais disons qu'au sol, ce qui nourrit la forêt, puisqu'il y a très peu d'humus, il y a 40-50 cm d'humus en forêt amazonienne, donc ce qui nourrit la forêt, c'est cette espèce de fond de pourriture, de champignons, d'arbres pourris, de feuilles, et ça, donc la respiration est plus difficile les premiers jours. Bonne nouvelle des étoiles, Patrice Dulvar sur TSF. La marche en ligne droite, alors dans tous les manuels de survie, on vous dit oui, alors vous prenez votre boussole, vous regardez sur la carte, et puis vous allez tout droit vers l'azimut désigné. Alors ça c'est intéressant parce que d'une part il n'y a pas de carte dans le type de secteur où on est, puisque les cours d'eau changent tous les ans. La boussole, bah oui, elle a son utilité, mais on n'arrive jamais à marcher de façon très précise dans la mesure où c'est obstacle sur obstacle. Donc la ligne droite n'existe pas, c'est sans arrêt des zigzags. Enjamber un tronc, contourner un marécage, voilà, c'est le type de terrain en permanence. Donc, et puis essayer d'éviter les zones les plus denses, où là on s'ouvre un chemin à la machette, quoi. Et donc la progression bien sûr est ralentie, puisque il faut en même temps taillader au fur et à mesure qu'on avance. Le marécage, on s'enfoncera, enfin peut-être dans certains secteurs, mais enfin là où nous sommes, nous c'est pas tellement le problème. On arrive souvent à rentrer dans l'eau, jusqu'à mi-cuisse, jusqu'au ventre, quand il y a un endroit qu'on n'a pas envie de contourner. Bon, d'autres fois, on se sentira d'humeur différente, on va contourner cet endroit. Non, l'outil de base, disons en forêt, c'est la machette, hein, ça c'est indispensable. Alors, dans un petit groupe qui part, il y a généralement 2 personnes qui utilisent la machette, à savoir les 2 personnes qui sont devant et qui, elles, ouvrent la trace. Ce qui frappe au début, c'est un peu l'impression d'enfermement, quoi. Et ça, en fait, ça passe très très vite. Ça passe très très vite. On aspire, c'est sûr, de temps en temps à retomber un peu sur le fleuve, à avoir un ciel un peu plus ouvert. Mais c'est aussi la seule manière, je crois, de se sentir complètement intégré dans la forêt. Pour les amateurs de photos, c'est assez difficile en fait, hein. Parce que
il y a sans arrêt soit une lumière très forte sur un petit endroit très limité, et puis le sombre de l'autre côté, quoi. La luminosité est assez difficile. De la bonne photo en Amazonie, c'est très difficile. Au début, en fait, on voit toute la forêt pareil, c'est-à-dire que quelqu'un va se déplacer et puis il verra des arbres, il verra des lianes. En fait, des arbres, c'est très spécial parce qu'on n'a pas comme chez nous un arbre dans un coin, c'est toujours 3 ou 4 arbres mélangés avec des lianes. Bon, très souvent, c'est même plus qu'est-ce qui appartient à qui, en fait. Bon, il y a une espèce de mélange incroyable. La végétation pousse à une vitesse dingue. On ouvre une trace, 3 jours après, il n'y a plus rien. Il est fréquent de voir un arbre tomber sur le fleuve, et sur ce même arbre, sur le tronc mort, poussent 3 autres arbres dans l'autre sens, qui démarrent simplement sur la base du tronc qui est en train de pourrir. Pas mal d'orchidées, bon, ça, mais pas forcément fleuries, hein, puisqu'il n'y a pas de saison. Disons que ça pousse toute l'année. Et puis c'est une plante qui se greffe sur d'autres arbres, qui n'est pas parasite en fait, hein, parce qu'elle se nourrit toute seule. Mais disons qu'elle pousse sur d'autres. On en voit par moment donc des quantités de fleurs énormes. D'autres moments, il y aura des orchidées mais sans fleurs. Au niveau des fruits, en fait, il y a peu de fruits sauvages. Bon, la plupart des fruits ont été cultivés, quoi, hein. Il arrive d'en trouver. Il y a des tas de formes de citrons sauvages, il y a des baies. Bon, ça qu'on apprend à connaître au fur et à mesure, quoi, hein, avec des goûts très différents de ceux qu'on connaît ici. Sinon, il y a une variété de fruits tropicaux énorme, hein. Ça, c'est le légume aussi. Disons que le problème, c'est qu'il n'y a pas de légumes verts, ce qui pose des problèmes dans l'alimentation, par exemple, de beaucoup de tribus et de gens qui habitent en forêt. Bon, il y a le manioc, qui est un des éléments de base, le riz, qui pousse sur les berges de l'Amazone, en état de rizière. Ça surprend les gens, mais il y a beaucoup de riz en Amazonie. Et puis, bien sûr, la banane plantain, la banane à cuire. Alors ça, c'est le truc de base. Dans les repas, généralement, il y a toujours soit riz, soit manioc, soit banane. Ça, c'est vraiment dans les aliments de base, pour accompagner le poisson, la viande. Bon, moi, je m'habitue. Pour moi, ça, c'est devenu un peu le pain, quoi, en fait.
De Paris à la terre sauvage, d'ici à l'extrême, il n'y a plus rien. Plus rien qu'une heure de bonnes nouvelles des étoiles à passer ensemble. Une trousse de secours sur l'épaule et une machette à la main. La route n'est plus à faire. Nous y sommes depuis 3/4 d'heure déjà. Enfer vert et bruyant, enfer soudain devenu paradis, le temps d'une heure de radio, le temps d'entendre Antoine de Perret. Ok, ça tourne. Allez. Bonne nouvelle des étoiles, Patrice Duluard sur TSF. Alors généralement on part le matin, tôt. En fait il fait chaud assez vite, hein, donc on part tôt parce qu'on a que 12 heures de jour et 12 heures de nuit, donc autant profiter des heures de lumière. Soit à pied, soit en pirogue. On fait jamais 2 fois la même expé en fait. Hein. Déjà nous parce qu'on est sur place une bonne partie de l'année et puis on n'a pas envie que ça devienne un circuit touristique ni de faire toujours la même chose. On a envie toujours de découvrir des nouveaux coins. Donc d'une part il y a ça, et puis d'autre part le terrain ne s'y prête pas non plus puisque l'Amazonie c'est une variation permanente. L'eau peut monter de 3 mètres en une nuit. Donc un endroit où on est passé à pied 3 jours avant, 3 jours après on passe en pirogue. Donc très difficile de prévoir, on est tout le temps obligé de modifier, c'est l'adaptation constante en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant, quoi. Donc on progresse soit à pied soit en pirogue le matin. Bon, 2 heures, 3 heures, 4 heures. 5 heures grand maximum si on sait qu'on va rejoindre par exemple tel ou tel bras de fleuve et qu'il faut absolument y arriver. Bon. Et ensuite, on commence par se dégager un terrain à la machette. On installe nos hamacs, les moustiquaires, les vaches plastiques. Et puis on commence à faire un feu. Ensuite, on part voir un peu les alentours, voir si on décèle des traces d'animaux, ce qu'il y a comme type de végétation dans le secteur. Et puis on part chasser ou pêcher dans l'après-midi. Et souvent aussi dans la nuit. La nuit, on se réveille vers 10h, on part chasser 2-3 heures, on revient. L'eau, très souvent, il faut éviter de la boire telle quelle, quoi. Dans la mesure où il y a des parasites, il y a tout un tas de petites choses. Bon, qu'on évite en la faisant bouillir déjà. On la fait bouillir assez longtemps, ou sinon par des capsules de micro-pures qu'on a qui sont c'est efficace, quoi. Le hamac, puisque ça c'est vraiment l'élément de base en Amazonie, quoi, hein. Vous voyez les gens se déplacer même d'une ville à l'autre, en fait, ils circulent avec le hamac sous le bras. Et puis, quand la nuit vient, ils accrochent où ils peuvent. Or là, en l'occurrence, c'est entre 2 arbres. Pour être isolé du sol, d'une part. D'autre part, on y dort très très bien, c'est très confortable. C'est un peu surprenant la première fois, et puis ensuite, on s'y fait très bien. C'est isolé du sol, c'est facile à transporter. Donc, ça a tous les avantages et ça correspond tout à fait à ce type de terrain, quoi. Alors, la moustiquaire, ça, par contre, on comprendra facilement pourquoi. Disons que une demi-heure avant la tombée de la nuit et une demi-heure avant le lever du soleil, on les entend arriver, quoi. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Bon, dans les répellants, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient efficaces. Mais disons qu'on s'y habitue, ça peut être pénible les premiers jours. Ça dépend du type de peau, ça dépend de chaque personne. Mais je sais que moi, il me dérange assez peu, en fait. Bon, ils m'ont jamais piqué beaucoup. Bon, c'est bien sûr quand il y en a beaucoup, quand on est autour des oreilles, ça commence à devenir embêtant. Mais je crois qu'on intègre petit à petit comme faisant partie du paysage, quoi. Il y a des gens qui c'est pénible les premiers temps. Et puis finalement, dans ce qui reste dans leurs souvenirs quand ils reviennent, oui, il y avait des moustiques, mais c'est tout. C'est pas ce qui les a frappés, c'est pas ça.
Oui, le seul danger en fait en Amazonie, le plus gros danger, c'est de se perdre, c'est l'orientation. C'est-à-dire que, comme je le disais au début, on voit tout pareil. On a l'impression qu'on va faire 100 km et qu'on va se retrouver dans un secteur qui sera pareil. Et petit à petit, on apprend à différencier les arbres, le type de terrain, et le paysage commence à parler. Et les Indiens, en fait, s'orientent justement parce que eux lisent sur les arbres comme sur des plaques de rue. Ils différencient chaque arbre, ils différencient les types de couleurs, les types de lumière, le type de sol, le type de relief. Tout ça, ils l'enregistrent inconsciemment au fur et à mesure. Et ça, je crois que c'est l'apprentissage le plus difficile. Moi, ça fait maintenant 4 ans, disons, qu'on a installé ce campement là-bas, et puis qu'on y est entre 6 et 10 mois par an, quoi. Mais on n'arrivera jamais, quant à l'orientation, au niveau que peut avoir un Indien. Et il n'est pas lui non plus en mesure d'expliquer pourquoi. Donc c'est un apprentissage permanent. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on peut rester très longtemps dans ce type de secteur, on n'arrivera jamais en fait à en avoir toutes les données. La chose qu'on essaye d'éviter, et ça on le précise bien dans le petit papier qui nous sert de documentation, c'est que il est hors de question pour nous de transformer le coin volontairement et de commencer à faire des choses genre visite guidée du campement indien. Ça, je crois qu'il y a assez de monde qui s'en charge pour le faire autour d'Iquitos, autour de Manas, autour de toutes les grandes villes d'Amazonie. Vous avez toujours dans les aéroports 20 pèlerins qui vont vous sauter dessus en vous proposant d'aller dans des tribus encore sauvages. Et puis les tribus sauvages, elles sont dans la banlieue de la grande ville et elles sont peintes tous les jours par le syndicat d'initiative. Enfin, je charge un peu le tableau, mais disons que c'est pas loin, quoi. Et on arrive au même système que les réserves américaines, quoi, hein, à savoir il y a le parking devant et puis ils rentrent, c'est leur travail, et puis ils rentrent chez eux tous les soirs. Bon, là on n'est pas encore là dans l'Amazonie péruvienne, mais disons qu'il y a une tendance autour des grandes villes à ça, quoi. Et ça on essaye d'éviter, de créer un rapport de dépendance entre les communautés qui peuvent être dans notre secteur et le campement. Donc on a des rapports en fait on essaye d'avoir des rapports de bon voisinage avec eux. On va les voir. Je veux dire, nous, entre les expéditions, on reste sur place. Donc, on a des contacts, on les connaît pratiquement tous. Quand on voit une nouvelle tête dans le secteur, ça se sait très vite. Donc, on dit, tiens, celui-là, oui, il arrive du Brésil, c'est un des Mayorunas de tel endroit. Tiens, ils sont redescendus. Non, par contre, il y a 15 jours, ils étaient partis chasser dans tel secteur. Il y a une espèce de bouche à oreille qui se fait, quoi. Et on essaye de pratiquer un système d'échange, en fait. De manière à pas habituer à recevoir systématiquement des dons ou des choses comme ça. Ce qui est fréquent, ce qui frappe les gens quand ils débarquent dans les tribus, c'est ce qui se passe. C'est qu'on leur demande des choses. Alors nous on essaye de pratiquer un peu d'autres habitudes. À savoir, tu veux tel objet qui va être commode pour toi, parce que maintenant ils savent que ça existe, des lampes poches, des lampes de poche, des fusils, des cartouches, en fait des produits de base dont ils ont besoin en forêt, quoi. Et ils se rendent compte que ça leur facilite les choses. Donc ils aspirent également à avoir ce type de produits. Et on échange ça contre du manioc, contre des produits de la forêt. Mais systématiquement en demandant quelque chose en échange, de manière à ce que ça soit un échange et non pas une dépendance. De temps en temps, il y en a qui partent chasser avec nous. Il est même arrivé qu'il y en ait qui accompagnent des groupes, quoi, avec l'un de nous. Mais on peut jamais ça le prévoir à l'avance. On va pas dire aux gens, vous aurez des guides Mayorunas de telle tribu. Non. Déjà, ce serait impossible de leur dire à eux, vous savez, dans 15 jours, on a des gens qui arrivent. Eux, 3 jours après, ils auront peut-être envie d'aller chasser dans tel ou tel secteur, ou de suivre tel troupeau une horde de pécaris qui sera passé dans le coin. Donc, la programmation, ça n'existe pas chez eux. Et puis, c'est peut-être une bonne chose que ça reste comme ça. Je crois que déjà il faut démystifier un peu les livres de tas de gens qui vont là-bas 15 jours, 1 mois, 2 mois et puis qui reviennent en écrivant une flopée de livres. J'ai eu le cas même une fois par une journaliste qui était là-bas, et quand j'ai lu le récit de son expédition, je me suis demandé si elle avait fait la même que moi, quoi.
À savoir, bon, bah, c'est presque du récit de Tintin, hein. Je mets la main sur une branche, c'est un boa, je mets le pied sur un tronc, c'est un caïman. Non, la forêt, c'est pas ça. La forêt, c'est un endroit où il y a des milliers de gens qui vivent sur un territoire qui est grand comme 10 fois la France, qui sont adaptés à une nature qui est complètement différente, qui sont des gens très souvent paisibles, qui ont un temps de vivre et de méditation qui est énorme. Il y a peu d'activités en fait, hein. Les gens travaillent 1 heure à travail, enfin ils n'ont pas forcément ce terme-là, mais disons qu'ils ont 1 à 2 heures d'activité pour assurer leur survie. Et je crois que la forêt c'est quelque chose non seulement de passionnant, mais c'est pas quelque chose qu'on peut ressentir comme violent. Au contraire, je crois qu'on s'y habitue tout doucement si on accepte d'apprendre de la forêt. Je crois que la forêt, c'est une notion d'humilité, c'est-à-dire que, d'humilité aussi, oui, mais non, essentiellement d'humilité, c'est-à-dire que on est devant quelque chose qui nous dépasse et auquel on est forcé de s'adapter. Donc, c'est pas l'enfer vert du tout, c'est pas le paradis non plus, c'est un terrain complètement différent, avec un rythme complètement différent. Et je sais pas combien de temps ça restera préservé. Le secteur où on est, nous, on a de la chance pour le moment. C'est pas du tout touché sur encore plusieurs centaines de kilomètres. Et puis ça fait 10 fois la taille de la France. Mais il est vrai qu'il y a des endroits où certaines tribus fuient en fait l'avance de la civilisation entre guillemets, quoi. Non, je crois qu'au niveau du dépaysement, pour vraiment voir qu'il existe encore ce type de choses et ce mode de vie sur Terre, je pense que c'est un des endroits exceptionnels. La grande forêt, l'enfer vert, devenu le paradis vert, le temps d'une heure de bonnes nouvelles des étoiles, le temps d'une émission en compagnie d'Antoine de Perret. Antoine de Perret accompagne les gens qui sont volontaires pour l'exil, pour cette grande aventure en forêt amazonienne. Je vous le rappelle, il participe donc à cette association Amazonica, dont voici les coordonnées. Je vous ai donné le numéro de téléphone tout à l'heure rapidement. Voici, je vous le rappelle, c'est le 42 28 59 04. C'est donc une association loi de 1901. Je vous donne son adresse également, le 16 rue des Apennins, dans le 17e arrondissement parisien. Vous pouvez donc les contacter pour tout renseignement, pour les tarifs, etc., les parcours. Il y a bien d'autres séjours proposés en dehors de la forêt en Amazonie. Voici, et puis vous pouvez nous téléphoner à TSF. Nous vous rappellerons bien sûr les renseignements si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Les illustrations musicales qui ont accompagné Antoine de Perret dans la forêt aujourd'hui: Bob Seger, Against the Wind, Antoine Thomé, Baroudeur solitaire, les Neville Brothers, Yellow Moon, Robert Farrell, Perdu sous l'équateur, et enfin Yves Simon avec Amazoniac. On se retrouve lundi après un bon week-end de repos.